En ce qui concerne le travail, l'état des lieux en est déjà largement connu et il ne nous semble pas capital de répondre à la question de savoir si oui ou non le travail est un bien commun. La question est discutable. Mais l'essentiel, c'est de trouver des voies pour le faire tendre vers le bien commun, bien de chacun et bien de l'humanité, conformément à la déclaration de Philadelphie qui, en 1945, a proclamé le droit au travail pour chaque être humain, repris en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La démarche que nous vous proposons aujourd'hui est de repartir des fondamentaux de nos sociétés, principes philosophiques et droits humains, et de considérer et d'interroger les interdépendances entre le travail et les biens communs, du niveau individuel, par exemple la santé ou le temps de notre vie, au niveau global, les biens communs publics mondiaux. Pour imaginer des voies vers un monde du travail en phase avec nos fondamentaux et avec les mutations de notre époque, plus respectueux des humains, mais aussi de la planète. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les organisateurs, en particulier Annie Flexer ainsi qu'Anna Cuesta pour ce bel événement qui nous réunit aujourd'hui. Alors je trouve que c'est une question extrêmement pertinente, essentielle, que vous nous conviez de répondre. Comment considérer aujourd'hui le travail du point de vue des fondamentaux? Le travail est-il un bien commun? Dans quelle mesure pourrait-il contribuer au bien commun? Alors à ces questionnements contemporains très importants, il est pour moi, je dirais, délicat, sinon impossible de répondre de manière univoque, car en effet, du point de vue des valeurs et du progrès moral, le travail est en soi très ambivalent. L'histoire nous apprend qu'il a tout autant contribué au meilleur de l'être humain, à son humanisation, à son épanouissement, à son émancipation de la domination, et à son contraire aussi, il s'est retrouvé au cœur de l'esclavage, au cœur aussi de la barbarie nazie et stalinienne. Alors si on tient compte avec sérieux de ce à quoi peut aboutir le travail, du meilleur comme du pire, nous sommes amenés à réfléchir sur la place centrale qu'il représente dans nos existences. Ainsi, c'est à une réflexion d'anthropologie philosophique que je vous convie, un peu à la manière de Michel de Montaigne, lorsqu'il avait dit en son temps « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition ». Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Alors l'idée que je voudrais partager avec vous est celle de la centralité du travail vivant pour l'être humain. Par travail vivant, je fais référence à Marx, bien sûr, qui l'oppose à la fois au travail mort, c'est-à-dire l'accumulation de profits, le capital, et au travail abstrait, c'est-à-dire le travail marchandise, le travail humain réduit à un bien économique soumis aux lois du marché. Or, le travail vivant, comme il nous dit, et comme bien d'autres nous le disent aussi, d'autres philosophes, le travail vivant n'est en réalité ni commensurable, ni fongible. Il ne peut être ni quantifiable, ni évaluable. Il est par essence concret, effectif et reste pour l'essentiel invisible, inaccessible au monde objectif. Alors pour nous cliniciens, le travail vivant constitue un centre de gravité au sens plein et au sens lourd du terme pour nos existences. Aussi, on ne peut faire l'économie du travail vivant dans l'analyse des réalités sociales, économiques, politiques, scientifiques aussi, passées et présentes, sous peine d'illusion. Alors, particulièrement aujourd'hui, le travail fait époque. Il fait époque et apparaît décisif pour comprendre ce que nous vivons d'historiquement singulier. Cependant, cette idée, cette thèse, si vous préférez, de la centralité du travail vivant est fortement contestée. Pour des raisons de temps, je ne rentrerai pas dans les détails concernant les idéologies qui prophétisent la fin du travail. Je dirais simplement qu'il est erroné de considérer que le travail serait nocif en soi, qu'il faudrait l'abolir parce qu'il justifierait les valeurs industrielles et productivistes
foncièrement délétère pour l'être humain et la planète. Bon, bien sûr, quand je dis cette position, c'est une position un peu caricaturale, et bien sûr qu'il y a différentes idéologies qui présentent la fin du travail différemment. Alors, à revers de ces idéologies de la fin du travail, la psychodynamique du travail, elle, va considérer que le travail vivant est un paradigme essentiel formant une centralité psychologique, sociale et politique. Et c'est donc de cette conception que je voudrais à présent vous parler. La psychodynamique du travail, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une discipline scientifique qui a été fondée en 1980 par Christophe Dejour, médecin psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Elle est, selon son fondateur, une analyse clinique et théorique des relations entre travail et santé mentale qui s'efforce d'identifier les conditions en fonction desquelles le rapport psychique au travail évolue vers la pathologie ou au contraire vers la construction de la santé mentale. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais essayer de distinguer 3 dimensions principales pour comprendre cette idée de centralité du travail vivant. Ce que montre la clinique, ce que montre la psychodynamique du travail, c'est que le travail est révélateur de l'intelligence humaine. Il apparaît central dans le développement de la subjectivité humaine. En outre, le travail occupe une place pivot dans la construction de la santé mentale. Et d'autre part, le travail montre une centralité politique au regard de ses incidences sur la vie collective de la cité. Je vous propose que l'on examine chacun de ces points. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le travail pour la psychodynamique du travail? Parce qu'effectivement, on parle du travail, mais ça peut avoir un sens bien différent selon le point de vue que l'on se place. Eh bien, pour le clinicien, le travail, ce n'est pas de prime abord le rapport salarial ou l'emploi, qui est la forme juridique. Ce n'est pas non plus l'activité, ce qui est visible. C'est, je cite Christophe Dejour, ce qui implique du point de vue humain le fait de travailler. Des gestes, des savoir-faire, un engagement du corps, la mobilisation de l'intelligence, la capacité de réfléchir, d'interpréter, de réagir à des situations. C'est le pouvoir de sentir, de penser, d'inventer. En d'autres termes, c'est un certain mode d'engagement de la personnalité pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes à la fois matérielles et sociales. La particularité de la psychodynamique du travail est qu'elle tend à nous faire reconnaître, que tout travail nécessite la mobilisation d'une intelligence qui est propre à la personne qui travaille. En effet, il n'existe pas, à vrai dire, de pur travail d'exécution, comme le montre notamment l'ergonomie. Il existe toujours un décalage entre le travail prescrit et le travail effectif. Travailler, c'est combler l'écart entre la pensée et l'action. Travailler, c'est effectivement se confronter au monde réel, ce monde qui nous résiste, ce monde qui nous met souvent dans la situation embarrassante de l'échec. Et effectivement, cet échec, il est très présent dans notre vie quotidienne du travail. D'ordinaire, effectivement, le travail s'accompagne d'événements imprévisibles comme la machine qui tombe en panne, un collègue absent, les prescriptions incohérentes de la hiérarchie. Eh bien, pour surmonter cet échec de la résistance du réel, ce qui n'est pas prévisible, eh bien, il faut mobiliser son intelligence. Or, cette intelligence n'est pas d'abord de nature intellectuelle, mais elle est corporelle. Ainsi, pour acquérir la dextérité dans le maniement d'un outil ou encore piloter un avion de chasse, il faut que le corps entretienne une relation durable qui est faite d'astuce et de malice avec la matière et l'objet. C'est ce que les Grecs anciens appelaient la métisse. La psychodynamique du travail donc montre que cette habileté technique vient de cette part de notre corps qui désire et qui souffre, de cette part de notre corps qui éprouve le monde vécu. Cette intelligence vient de cette part de nous-mêmes qui fait l'expérience du monde, en d'autres termes. C'est ce que le philosophe Michel Henry appelle la corpropriation.
c'est-à-dire notre manière de nous approprier le monde à l'intérieur de nous. Pour le clinicien, il existe effectivement un rapport affectif de la personne avec son travail qui est essentiel et qui est à l'origine de l'intelligence subjective au travail. Ainsi, le travail est central parce qu'il nous permet de nous réaliser, il nous donne la chance, je dirais, il nous donne la chance de nous réaliser en tant qu'être humain. Il est également central car il va nous permettre, si les conditions sont réunies, de construire notre santé et particulièrement notre santé mentale. Alors, un point de comparaison est ici, à mon sens, très important. C'est peut-être quelque chose de très commun pour beaucoup, mais de nombreuses études montrent que l'éloignement durable de l'emploi, la privation de travail au sens de l'engagement de la personnalité, ont une incidence considérablement négative sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, en raison du sentiment d'inutilité. Effectivement, c'est le cas de plus en plus de personnes depuis le début de la crise sanitaire et ses conséquences que l'on paye. Le travail est ce par quoi nous pouvons consolider notre équilibre psychique. Et contrairement à une idée reçue, le travail, y compris le travail salarié, n'équivaut pas à une aliénation subie. Parce que nos enquêtes démontrent le contraire. Les travailleurs se protègent face aux organisations, face aux contraintes organisationnelles. On ne reste pas passif face aux risques engendrés par l'emprise sur notre santé. Effectivement, ce que met en évidence la clinique, c'est que le travail n'est pas aliénant en soi. À ce jour, il n'y a pas de névrose ou de psychose du travail. Il faut en passer par une analyse intermédiaire. Ce qui compte pour nous, c'est effectivement, bien sûr, les conditions de travail, la nature des rapports interpersonnels, mais c'est surtout l'organisation du travail qui joue un rôle essentiel. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est de savoir comment les personnes font pour tenir, pour résister et conjurer le spectre de la pathologie. Car en effet, il faut bien reconnaître que la souffrance au travail est toujours au rendez-vous. Elle est inévitable. Nous souffrons en raison de la résistance du réel qui nous met dans la situation de l'échec. Mais souffrir au travail, c'est aussi éprouver de l'ennui face à la monotonie. C'est ressentir de la peur par rapport au risque de l'accident, de la contamination pour les soignants actuellement. Enfin, travailler, c'est vivre l'expérience de l'injustice, de la honte et de l'humiliation. Je dis ça pour dire aussi que la souffrance au travail, si elle est quotidienne, elle n'est pas en soi pathogène. Du moins, elle ne l'est pas encore. Parce que nous nous protégeons contre ces souffrances. Nous élaborons des stratégies de défense qui sont à la fois individuelles et collectives. Ces stratégies de défense, elles, sont le pivot de la santé mentale. Elles permettent le maintien de l'équilibre psychique du travailleur. Lorsque ces défenses échouent à refouler la souffrance, on parle de décompensation psychopathologique, qui va conduire à la maladie. Alors, qu'est-ce qui nous fait tenir au travail? Quel est le ressort de cette résistance subjective? Eh bien, c'est la reconnaissance. La reconnaissance par les pairs, par la hiérarchie, du travail réalisé. C'est par le truchement de la reconnaissance que la souffrance endurée peut se muer en plaisir. Ainsi, le travail peut être une source inestimable, une source inouïe d'amour de soi lorsqu'il est reconnu par autrui en tant qu'épreuve réussie de dépassement de soi. Aujourd'hui, à notre époque, dans de nombreuses situations de travail, cette reconnaissance n'est pas, à contrario de la souffrance, au rendez-vous, justement. Pire, elle est même l'objet d'une instrumentalisation pour que les travailleurs se donnent ainsi corps et âme jusqu'à l'épuisement. L'analyse psychopathologique montre à son tour une autre centralité, une centralité qui est de nature politique. Pour la psychodynamique du travail, les organisations du travail jouent un rôle majeur dans la dynamique de la souffrance et du plaisir. Elles peuvent tout autant engendrer le meilleur comme le pire. Autant l'émancipation que l'aliénation, si vous préférez. Et depuis une vingtaine d'années, on a pu constater une évolution essentielle dans la manière dont les hommes et les femmes se protègent de la souffrance au travail. Leur capacité à se protéger s'est à la fois considérablement amoindrie et individualisée. Cette évolution est à mettre en corrélation avec une autre, car il y a une concomitance, si vous préférez, entre
l'évolution des stratégies de défense et les organisations du travail. Et effectivement, cette métamorphose des organisations du travail s'appelle la gouvernance par les nombres, tel que le décrit Alain Supiot. Ou encore nous l'appelons le tournant gestionnaire. Cette évolution montre un basculement manifeste dans les rapports de pouvoir depuis les années 90. Le tournant gestionnaire traduit ainsi la perte pour les ingénieurs et surtout pour les gens de métier du pouvoir d'organiser le travail au profit des gestionnaires et des financiers. Depuis déjà plus d'une décennie, prédomine notamment l'autocontrôle, l'implication contrainte, l'évaluation individualisée des performances, le management de la qualité totale, la flexibilisation et la précarisation de l'emploi. Eh bien, ces nouvelles formes d'organisation du travail ont occasionné une dégradation sans précédent du rapport entre travail et subjectivité, en dégradant la santé mentale d'un nombre croissant de travailleurs et de travailleuses. Nous faisons face à un tableau clinique édifiant, dans lequel nous constatons ainsi, là je simplifie vraiment, une augmentation générale et continue, ainsi qu'une aggravation clinique, d'une part, des pathologies de surcharge, telles que le dopage, les troubles musculo-squelettiques, le burn-out, mais aussi le karoshi. On a ensuite des pathologies post-traumatiques et ensuite des pathologies du harcèlement. Et enfin, des pathologies dépressives donnant lieu à de plus en plus de passages à l'acte suicidaire. À l'origine de cette pathologie mentale et psychosomatique, on retrouve deux types de souffrances qui sont caractéristiques de notre époque. On a à la fois une souffrance esthétique et une souffrance éthique. Une souffrance esthétique, c'est le fait que de plus en plus de travailleurs sont contraints de bâcler leur travail, de dégrader la qualité de leur travail sur le long terme. Eh bien, cette dégradation porte atteinte, in fine, à l'image de soi et à l'amour de soi. Cette souffrance esthétique peut se conjuguer aussi à une autre encore plus redoutable, qui est la souffrance éthique. Par la souffrance éthique, on entend la souffrance que le sujet éprouve lorsqu'il se trouve entraîné à agir à l'encontre de son sens moral en raison de sa participation à des actes injustes ou préjudiciables à autrui. Pour le dire de manière très synthétique, la gouvernance par les nombres ronge ainsi les hommes et les femmes qui s'engagent, qui engagent leur personnalité, leur vie dans l'activité de travail. Non seulement elle les épuise jusqu'à les mortifier, mais elle retire aussi leur part d'humanité et leur moralité. On retrouve ici le fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Eh bien, ce constat terrible, aussi terrible qu'il est, n'est pourtant pas une fatalité. Souffrir au travail n'est pas une fatalité. Et que l'on ne se trompe pas. Il s'agit bien d'un choix politique délibéré, aux conséquences connues depuis assez longtemps. Un choix dont le coût humain, mais aussi financier, a longtemps fait l'objet d'un déni, à la fois de la classe politique et de certaines organisations syndicales. Et bien, ce déni, c'est celui de la centralité politique du travail. C'est l'idée selon laquelle la manière d'organiser le travail et l'entreprise a une incidence décisive qui va déborder la sphère du travail stricto sensu et qui finit par atteindre la vie collective, la vie de la cité. Eh bien, puisqu'on est à l'idée des propositions, à ce tournant gestionnaire qui prône la destruction des solidarités collectives en masse, vient répondre les exigences d'une émancipation collective et de la justice sociale. Cette nouvelle politique de travail que nous appelons de nos vœux demande, pour reprendre l'expression du philosophe Alexis Cuquier, un travail démocratique. Ainsi, tout travail, effectivement, comme je vous l'ai dit juste avant, implique notre intelligence subjective, mais également une coordination et une coopération entre les intelligences singulières. Commençons par la coopération. J'ai vu qu'il me reste 2 minutes, je vais tenir les délais, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte. La psychodynamique du travail distingue 3 niveaux de coopération. La coopération horizontale avec les pairs et les collègues. La coopération verticale avec la hiérarchie, avec les différents échelons en charge de l'organisation du travail. Et enfin, la coopération transverse, c'est-à-dire avec le client, l'usager, c'est-à-dire le bénéficiaire d'un service.
Ces trois formes de coopération sont incontournables, mais elles ne se décrètent pas. Elles exigent de tous un véritable travail psychique, social, politique, éthique. Car effectivement, coopérer implique la confiance, la compréhension de soi, la compréhension du travail de l'autre, de ses manières de faire sur le long terme. Cela implique de s'entendre aussi sur des règles communes de travail, de définir des règles de métier, ce que l'on appelle un ethos professionnel. Cette activité spécifiquement liée au travail se nomme activité déontique. Cette intelligence coopérative ne va pas simplement viser la qualité technique. Il y a aussi un objectif moral, un objectif civil, au sens premier de la civilisation, c'est-à-dire la pacification des rapports sociaux contre la violence destructrice. Travailler, je cite Christophe Dejour, ce n'est pas uniquement produire, c'est aussi et toujours vivre ensemble. Et cette activité va requérir l'institution d'un espace de discussion, de délibération, dans lequel celles et ceux qui travaillent argumentent et décident sur les conditions du travail collectif. Je termine encore une petite minute si c'est possible. En retour, la coordination, l'organisation du travail, eh bien, elle doit être pensée comme un chaînon indispensable du travail démocratique. Ainsi, les nouveaux managers doivent-ils connaître le travail réel de leurs subordonnés et leur apporter toute l'assistance nécessaire. Ils doivent entretenir la confiance et la convivialité, favoriser la coopération par la délibération. Mais ce n'est pas tout. Le travail collectif doit s'articuler intentionnellement avec le bien général de la cité. Aussi, l'écriture d'une doctrine est nécessaire, en tant que langage commun, en vue d'une œuvre commune, c'est-à-dire que l'on retrouve dans le développement durable, dans la responsabilité sociale des entreprises, lorsque ce n'est pas simplement du marketing. Pour que le travail puisse remplir sa véritable fonction d'anthropologie, une œuvre commune doit ainsi avoir pour fin d'honorer la vie. Honorer la vie, c'est-à-dire non seulement la respecter, mais aussi surtout veiller à rendre toujours aussi autant que possible sa perpétuation en fondant une éthique de la sollicitude. Cette finalité anthropologique rejoint alors celle du droit, qui aujourd'hui, plus que jamais, s'avère nécessaire pour protéger le travail vivant et le bien commun. Merci beaucoup de votre attention. En tout cas, et bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à aujourd'hui à intervenir à cette séance. Je tiens à remercier les organisateurs et en particulier Annie Flexer pour tout son travail d'organisation et à Bruno Lamour qui, le premier, m'a parlé de cette séance qui, du coup, nous réunit aujourd'hui pour sur le thème de réinventer le travail au temps des transitions. Donc, pour ma part, je me propose d'exposer des pistes pour penser une refonte du régime juridique du travail sous l'égide du principe de démocratie et les implications que cela a pour le bien commun. Et tout ça à partir des travaux d'Alain Supiot. Donc, Alain Supiot, justement, qui identifie 3 défis auxquels est confronté le monde du travail, à savoir l'urgence écologique, la révolution numérique et la schizophrénie des normes du travail. C'est ce qu'il expose clairement dans l'un de ses derniers ouvrages, paru à l'occasion du centenaire de l'OIT en 2019, Le travail au XXIe siècle. Mais ce sont des thèmes, cependant, qui traversent et sous-tendent ces travaux depuis bien longtemps. Donc, signe au demeurant assez alarmant de l'état de quasi-stagnation institutionnelle pour répondre correctement à ces défis. Cette stagnation, s'explique sûrement par l'envergure de ces défis, qui de fait transcendent le monde du travail. Donc, ils le transcendent, mais il se pourrait bien que les réponses à apporter à ces défis trouvent leur origine précisément dans le monde du travail. C'est ce que semble suggérer Alain Supiot, qui dit s'intéresser aux transformations de la relation de travail, car elle constitue depuis l'ère industrielle la matrice des autres formes de gouvernement, mettant donc en évidence la porosité entre l'organisation du travail et l'organisation de la société. Cette porosité, c'est aussi celle qui existe entre cette organisation du travail et la gestion des biens communs. Effectivement, une organisation du travail, chapeautée par un régime juridique qui se fonde sur le paradigme du travail-marchandise, lequel paradigme, dès lors, organise et facilite, selon l'expression reprise par Alain Supiot, une mobilisation totale des travailleurs via des incitations et des indicateurs chiffrés. Ce régime ne laisse donc pas de place à la réflexion sur la préservation des dits biens communs. Déjà, premièrement, car il est difficile d'envisager une gestion collective et démocratique de ces biens communs qui puisse s'extraire d'une logique de marchandisation alors que le travail, central dans la vie des personnes, comme on l'a vu avec la présentation de Nicolas, y est encore soumis. On retrouve d'ailleurs ce lien entre le monde du travail et le bien commun dans la déclaration de Philadelphie de 1944,
qui consacre les buts et les objectifs de l'OIT et qui donne un rôle aux acteurs de la relation de travail, en l'occurrence les travailleurs et les employeurs, dans la promotion justement de ce bien commun. On lit donc à l'article 1 de cette déclaration: après l'affirmation que le travail n'est pas une marchandise, la consécration des libertés d'expression et d'organisation, et aussi une mise en garde sur le danger que constitue la pauvreté pour la prospérité de tous, que la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie, au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté, dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun. On retrouve ici l'idée de concertation, de discussion, mais surtout de décision démocratique. On trouve aussi la référence au bien commun, ici utilisé au singulier. Terme assez général, qui a un caractère polysémique, mais justement ce caractère-là permet d'en avoir une interprétation large et de s'en saisir tout aussi largement. Donc, avant de parler plus en détail justement de la place centrale du principe démocratique, qu'on retrouve ici dans la déclaration de 1944, mais aussi dans les travaux d'Alain Supiot très largement, je pense qu'il est nécessaire de se pencher brièvement sur la notion de travail. Donc, pour définir ce qu'est le travail, chose ardue au demeurant, et presque impossible, je pense, c'est vraiment un débat, un travail sans fin. Alain Supiot aime citer cette formule de la philosophe Simone Weil. Je cite: « C'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. Le travail est donc le moyen pour l'homme de mettre en œuvre ses idées, d'agir sur son milieu vital, qu'Alain Supiot désigne souvent par la notion d'écoumène, découlant du grec oikoumène, qui signifie terre habitée. C'est une notion qui a été théorisée par Augustin Berck, un géographe, et qui l'a définie comme étant un espace d'interaction entre l'homme et l'espace. Donc, on voit déjà ici de quelle manière la question du travail est essentielle quand on aborde la problématique de la crise climatique, puisque par le travail, l'homme impacte son milieu vital et donc aussi tout ce qui le compose, à savoir les ressources et les biens nécessaires à la vie. Donc, il s'agit ici du versant créatif du travail, de la notion de travail, mais celle-ci est fondamentalement ambivalente, ce qui, comme je l'ai dit, rend utopique le projet d'en donner une définition exhaustive. Mais il faut noter que le travail constitue aussi intrinsèquement une souffrance et une contrainte, comme l'a précisé par ailleurs Nicolas. Alain Supiot précise ainsi que dans la langue française, le premier sens attesté du travail est l'acte d'enfantement par la femme. Et d'ailleurs, cette ambivalence fait que le travail, au cours de l'histoire, désignera tour à tour aussi bien les artisans, les créateurs, que les gens de peine. La notion moderne du travail, cependant, n'apparaît qu'à partir du moment où le travail est traité comme une marchandise par la pensée économique. Ici, Supiot se réfère aux travaux de Karl Polanyi, et notamment de son ouvrage classique « La Grande Transformation ». Cette logique marchande permet d'estomper la diversité des travaux humains et de les fondre dans une même catégorie abstraite. Ainsi, dans le droit du travail, c'est à ce travail abstrait que l'on se réfère. Le vocabulaire juridique applique cette notion abstraite chaque fois que le travail est traité comme une marchandise. Tout ça, c'est indispensable pour créer la fiction selon laquelle le travail est séparable de la personne du travailleur et qu'il peut donc faire l'objet d'un contrat, d'une transaction, en l'occurrence, ici, du contrat de travail. Effectivement, pour rappel, il y a un principe de droit qui interdit aux contrats, aux conventions, de conférer une valeur patrimoniale au corps humain. Autrement dit, les hommes ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat. Or, justement, le contrat de travail, c'est la personne en tête car ça explique le fait que le droit du travail, c'est alors construit comme un droit de compensation de l'annulation de la personne du travailleur qui s'opère par le contrat de travail. Il s'agit d'octroyer un ensemble de sécurité légale au salarié en compensation de sa subordination envers son employeur. Subordination qui constitue le critère essentiel pour la qualification du contrat de travail encore aujourd'hui. Et ce sont ces sécurités qui sont associées au concept d'emploi. Or, ces sécurités se concentrent exclusivement sur les conditions d'exécution du travail, le prix et la quantité, c'est-à-dire le salaire et le temps de travail. C'est cela qui caractérise l'emploi et c'est ce qui nous rappelle l'importance de distinguer l'emploi, le travail marchandise, du travail. De là, les pistes à explorer pour s'orienter vers un régime réellement humain, là je reprends l'expression qu'on retrouve dans le préambule de la Constitution de l'OIT, serait donc de penser à un régime qui permette aux travailleurs d'avoir une prise sur le contenu, le sens de leur travail, c'est-à-dire un régime qui prend en compte en tant que tel le travail en termes qualitatifs.
par contraste avec le régime de l'emploi, donc, qui considère uniquement les conditions d'exécution. Il faut pour cela penser des alternatives juridiques où sont prises en compte toutes les formes de travail, y compris les formes non marchandes. Il faut aller au-delà de l'emploi. Je reprends ici une formule qui a donné le titre, un rapport publié par Alain Suppiot et un groupe de chercheurs européens, recherche dont il a été le directeur, et qui avait pour mission de donner des pistes pour un renouveau du modèle social européen. Ce rapport avait plusieurs objets. Il avait tant pour objet d'analyser les transformations du travail en Europe que leur incidence prévisible ou souhaitable sur le droit du travail. Le groupe dégage ainsi aussi des orientations, des propositions qui se voulaient assez précises pour qu'il soit possible de s'en saisir, effectivement, mais assez générales pour que les États membres puissent chacun y apposer les particularismes propres à leur culture juridique et sociale, ce qui est primordial quand on se situe dans le cadre européen. Et parmi les constats du rapport, que l'on retrouve dans d'autres travaux d'Alain Suppiot, notamment son ouvrage La gouvernance par les nombres, la subordination, ce constat-là, c'est que la subordination n'est plus la même. Le travailleur a plus d'autonomie, mais il est évalué sur chiffre, à l'aide d'indicateurs chiffrés. C'est ce qu'on appelle la direction par objectif, qui rejoint aussi le tournant gestionnaire dont parlait Nicolas. Donc il y a aussi là une limitation de la liberté du travailleur dans la manière d'exécuter de son travail et sur la prise qu'il a sur le contenu de son travail. Ce que ça veut dire, c'est que face à l'émergence des technologies numériques qui ont une capacité de calcul incommensurable, je puis dire, ils sont au service des hommes et leur permettent de se défaire des aspects les plus rébarbatifs de leur travail, sont concentrés sur la partie la plus créatrice, la partie poétique. Une seconde voie où les hommes sont mis au service des machines, leur imposant leur cadence au détriment du rythme humain. Je renvoie ici à la distinction qu'en fait Simone Weil, notamment dans son expérience de la vie d'usine, la distinction qu'elle fait entre rythme et cadence. C'est un très beau texte et je conseille à tout le monde d'y aller jeter un coup d'œil. Donc, il semblerait actuellement qu'on ait résolument emprunté la seconde voie. Ce qui se trouve confirmé par ailleurs par l'exemple topique du travail des plateformes et particulièrement des livreurs des plateformes qui sont soumis à des indications générées par un algorithme et qui se soumettent à une cadence inhumaine dans l'exécution de leur travail, ce qui mène à des décès. Je pense notamment à celui emblématique de Franck Page, un jeune homme de 18 ans mort près de Bordeaux en janvier 2019, alors que l'application l'avait mené sur une autoroute pour effectuer sa livraison et qu'il a été percuté par un poids lourd. Car il faut savoir que les travailleurs des plateformes n'ont pas le droit d'emprunter l'itinéraire qui leur paraît le meilleur. Ils sont obligés de suivre l'itinéraire que leur indique l'application. Sa famille, d'ailleurs, aujourd'hui, se bat encore pour que ce soit reconnu comme un accident du travail, sous-entendu, en fait, un accident de l'emploi. Il y a aussi de nombreux blessés, je pense notamment, il y a un petit écho. Voilà. Encore hier, à Saint-Étienne, un livreur a été percuté par une voiture alors qu'il effectuait une livraison. Quoi qu'il en soit, donc, le rapport propose des pistes pour s'éloigner de cette voie mortifère. Je me concentrerai sur 3 de ces propositions, celle concernant un nouveau statut professionnel, celle concernant le temps de travail et enfin celle concernant l'organisation collective. Donc, concernant le statut professionnel, premièrement, l'idée ici est ici d'échapper à l'emprise de la notion d'emploi dans la conception de l'état professionnel des personnes. Et ainsi de prendre, je cite, une vue compréhensive de la vie de travail qui ne se limite pas au seul travail salarié. Il y a aussi un impératif lié au fait que la continuité du statut professionnel, tel qu'issu du modèle fordiste, était liée à une continuité de l'emploi, continuité qui aujourd'hui n'est plus garantie. Donc, un nouveau statut professionnel doit donc davantage garantir la continuité d'une trajectoire plutôt que la stabilité des emplois. Cela implique une reconfiguration de la notion de sécurité qui est induite par le statut professionnel. Ici, en premier lieu, il s'agit de protéger le travailleur dans les phases de transition entre des emplois, donc avec un droit de reclassement en cas de licenciement, des garanties en cas de passage d'un statut salarié à celui d'un statut indépendant, un meilleur couplage de la formation et de l'emploi, et aussi, évidemment, éviter le chômage de longue durée, entre autres. Dans un second temps, cette proposition vise à construire un régime de travail où les interruptions de carrière et réorientation d'activité constituent le statut de professionnel doit donc intégrer la notion élargie de travail et écarter la notion restrictive d'emploi. Il s'agit d'intégrer les formes de travail non marchandes, encore aujourd'hui exclues du droit du travail.
Cet état professionnel recouvre donc les droits propres au travail salarié, donc liés au concept de l'emploi, les droits communs de l'activité professionnelle, dépendante ou indépendante. Là, on pense plutôt aux droits, à l'hygiène, santé, sécurité, et les droits fondés sur le travail non professionnel, dont notamment, par exemple, la charge de la personne d'autrui, le travail bénévole, la formation de soi-même, etc. Donc, à noter que les droits sociaux universels, soins de santé, aide sociale minimale, etc., échappent à cette notion de travail. Ils sont garantis indépendamment de tout travail, et c'est la même chose pour le principe d'égalité femmes-hommes. Autre particularité de cette proposition, c'est l'idée d'adosser à cet état professionnel ce qu'on appelle des droits de tirage sociaux. Il s'agit de droits qui s'exercent de façon optionnelle et pas en fonction de la survenance d'un risque. Ce sont donc des droits d'option qui s'ajoutent aux droits sociaux traditionnels, permettant ainsi une gestion individuelle de la flexibilité. Et attention ici, quand je dis flexibilité, le rapport ne se réfère pas à la notion de flexibilité consacrée par l'idéologie néolibérale qu'on entend partout, un peu partout dans les médias, et qui est associée en fait à l'idée d'évaluation des protections issues des protections du cadre juridique du travail. Il faut plutôt ici l'envisager dans un objectif plus large de préserver le protagonisme du travailleur dans ses choix professionnels, tout en lui assurant une sécurité active. Active car ce serait aux personnes de choisir d'activer ses droits afin de mieux faire face aux changements subis d'activité ou pour les aider au contraire à en changer volontairement. Donc ici, on ouvre la voie à ce qu'un individu active ses droits pour se consacrer à un travail bénévole, par exemple, ce qui aura une incidence positive sur l'enjeu de vivre et faire vivre les biens communs. C'est d'ailleurs cela que le collectif des économistes atterrés a repris. C'est ce terme des droits de tirage sociaux et ils l'ont renommé les droits communs du travail au pluriel. Et pour eux, ce serait le moyen d'instaurer un droit du travail dans les communs. Enfin, concernant les autres propositions du rapport sur le temps de travail, là encore, leur but a été de se fonder sur les transformations de travail constatées. Donc, à cet égard, le groupe part de deux constats principaux. La tertiarisation de nombreux métiers et la fragmentation du temps de travail, notamment au travers du temps partiel, de l'essor du temps partiel et du temps flexible. Sur ce dernier aspect, comme je viens de le dire, il y a une ambivalence, car ces flexibilités peuvent constituer une promesse de liberté, mais également une subordination accrue. Le groupe fait donc le choix d'appréhender la question du travail d'un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif, qui a trait entre autres du coup aux questions, comme ça a été évoqué en introduction, relatives à la division du temps de travail, au partage du travail. Ce choix s'explique par le constat que les modes d'implication au travail se sont diversifiés, qu'il est possible aujourd'hui de travailler moins, mais être malgré tout en surmenage, du fait de la mobilisation totale des travailleurs, opérée par la gouvernance par les nombres. L'objectif du groupe était donc ici de réfléchir à une manière de préserver les rythmes collectifs, les rythmes sociaux, ceux de la famille et ceux de la cité, et donc les conditions d'une intégration sociale. À titre d'exemple, justement, le rapport le travail dominical, qui est un marqueur uniforme de travail, mais que cela ne soit pas synonyme d'exclusion sociale. Sur le temps de travail, le rapport sème donc des billes de réflexion, en introduisant notamment une problématique relative au temps disponible, et le fait qu'on associe temps disponible avec temps de repos, alors même qu'il est très souvent consacré à des tâches non professionnelles, l'éducation des enfants, tâches domestiques, la vie communautaire. Regarde ces constats, le groupe formule donc deux propositions. Il faut consacrer dans un premier temps des principes généraux, ouvrant à des droits subjectifs effectifs, c'est-à-dire un droit dont on peut se prévaloir, dont un sujet de droit peut se prévaloir, dont il peut demander la reconnaissance devant la justice. Le rapport propose de s'inspirer du droit à une vie familiale et sociale tiré de l'article 8 de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans un second temps, le rapport précise qu'il faut que cette conception nouvelle du temps de travail soit mise en œuvre au travers de dispositifs collectifs de négociation. La négociation étant, selon eux, le biais le plus adéquat pour faire émerger les normes relatives au temps de travail. C'est justement sur ce versant de la négociation collective et de l'organisation collective du rapport que je vais me concentrer maintenant. Donc, cette négociation est au cœur de l'ensemble des propositions du groupe, qui appelle à une ouverture du champ du négociable, à une pluralisation des sujets, notamment d'aborder plus largement la question des travailleurs des plateformes, des travailleurs indépendants,
et des fonctions de la négociation, ce qui peut passer par des obligations légales de négociation, mais aussi des dispositions procédurales en matière de représentation. Et justement, au sujet de la représentation, le groupe fait, encore une fois, de nombreux constats. Celui de la syndicalisation, fragmentation de la représentation sur 2 plans, et de l'essor de nouvelles formes de représentation alternatives, notamment les groupes d'intérêt des consommateurs, de défenseurs de l'environnement, et aussi au sein du monde syndical, puisqu'il celui-ci se fonde sur le modèle du salariat et il y a des réflexions pour savoir comment on pourrait englober d'autres formes de travail. Et donc, le groupe fait plusieurs propositions, notamment sur les lieux de négociation. Il propose une réorganisation centrée sur les réseaux, que ce soit les réseaux d'entreprises ou les réseaux territoriaux réunissant les entreprises, mais aussi les groupes d'intérêt dont je viens de parler, à échelle municipale ou régionale ou autre. Cela semble logique de sortir la négociation du cadre de l'entreprise si le but est de passer justement d'une politique de l'emploi à une politique du travail, puisque la question du travail est une question de société. Donc on retombe ici sur la formule que je citais en introduction sur les raisons qui amènent à un suppléant à s'intéresser aux transformations de la relation de travail, qui constitue donc la matrice des autres formes de gouvernement. Et donc si l'on veut que la société soit gouvernée de telle sorte à ce qu'elle dompte les technologies numériques pour en faire des outils de libération des hommes, de telle sorte aussi à ce qu'elles répondent au déclin climatique. Il faut que l'humain soit au centre de la notion de travail qui sous-tend le régime du travail. Si l'homme agit sur son milieu vital par son travail, il est nécessaire que ce travail soit en mesure de permettre à l'homme de respecter ce milieu vital. C'est dans cette logique qu'Alain Supiot alerte également sur la nécessité de réintégrer dans le périmètre des questions de justice sociale le problème du contenu et du sens du travail. La question pourquoi travaille-t-on doit pouvoir trouver une réponse du type pour construire tel ou tel projet de société en commun. La réponse ne peut plus se limiter à la seule question du pouvoir d'achat. Il faut donc renforcer la démocratie économique qui se déploie dans le monde du travail et la décloisonner pour créer des ponts avec la démocratie politique. Les deux ayant naturellement vocation à être liés et à se nourrir. Une initiative législative d'ailleurs qui semble aller dans ce sens est une récente directive européenne relative aux lanceurs d'alerte et à la protection des lanceurs d'alerte. Où une personne physique, un lanceur d'alerte, c'est une personne physique, travaille dans une entreprise qui peut donner notamment l'alerte sur une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général et bénéficier d'une protection. Donc, dans cette configuration décloisonnée, on pourrait alors envisager que la gestion, la préservation des biens communs nécessaires à la vie fasse l'objet d'associations et que la problématique du bien commun se trouve au cœur de l'organisation. La gestion des biens communs. Je vous remercie beaucoup, tout d'abord de m'avoir invité à cette session, à ce débat sur les questions du travail, de la centralité du travail, de l'importance du travail. Je crains que mon propos soit un petit peu redondant avec celui de Ana Cuesta, puisque mon propos est centré sur une partie du vaste champ qu'elle a couvert, et notamment en référence aux travaux d'Alain Supiot. Le colloque auquel vous faites allusion, en fait, s'est déroulé à Cerisy. Il y a eu 2 sessions, effectivement, une qui a donné l'ouvrage dont vous avez parlé, puis une autre qui a donné un autre ouvrage collectif aussi, dans lequel, effectivement, un des articles que vous avez cité avait été publié. Donc, je m'excuse par avance du caractère peut-être un peu redondant sur ces questions d'organisation du temps tout au long de la vie, parce qu'en fait, mon propos reprend un petit peu celui de Supiot, mais en fait, en remontant un peu plus loin à ce qui a inspiré Alain Supiot, ses travaux, c'est-à-dire les travaux de Gösta Rehn, un économiste suédois. Je reviendrai sur cet aspect-là. En fait, moi, mon propos, c'est part du temps de travail, c'est ce qu'on m'avait demandé, de parler un petit peu du temps de travail, de ses évolutions et surtout de nouvelles façons d'appréhender ces questions de temps de travail. En fait, depuis qu'on s'est installé dans une société du travail industriel au XIXe siècle, le temps de travail a fait l'objet de régulations permanentes, récurrentes en permanence, mais qui ont été structurées par des enjeux, une succession d'enjeux. En fait, au départ, il s'agissait de se dégager de l'emprise du travail, c'est-à-dire c'était la journée de 8 heures, les 3-8, donc c'est dégager du temps pour vivre. Et puis après, ça a été l'amélioration des conditions de travail.
ça, c'est toutes les années, dans les années 70, surtout 60 et 70. Et puis ensuite, le travail a été régulé à partir de deux notions un peu, non pas contradictoires, mais en tous les cas qui se contredisaient dans la façon dont le temps de travail pouvait être organisé. C'était d'une part la recherche de flexibilité productive par les employeurs, par les entreprises, et d'autre part l'emploi, c'est-à-dire la réduction du temps de travail. C'était les grandes époques, enfin l'époque des années 1980, on parlait d'aménagement et de réduction du temps de travail, les deux étant plutôt finalement organisés et mis en œuvre à partir de l'idée d'une flexibilité, de donner plus de flexibilité aux entreprises. Et aujourd'hui, les mutations du travail qui se déroulent actuellement, on en a parlé à diverses reprises, que dans les deux interventions précédentes, ont mis sur l'agenda de politique même l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, bien sûr, on en parle depuis longtemps, mais c'est vraiment sur l'agenda. Par exemple, c'est dans le socle des droits sociaux qui avait été voté à Göteborg en 2017. Et ça amène à réellement envisager la question de la régulation du temps de travail sur l'ensemble de la vie. En fait, tout ça, toutes ces évolutions témoignent de la tension qui existe entre, d'un côté, un temps subordonné à des objectifs externes à l'individu, un temps confisqué au nom d'impératifs prétendument économiques, parce que c'est un petit peu les arguments qui sont mis en avant, mais enfin, en réalité, ils sont plutôt idéologiques. Et de l'autre, une autonomie dans la façon d'user de son temps, de l'organiser, tant au regard d'objectifs individuels, mais aussi collectifs. Et cette dernière perspective s'appuie sur l'idée que le temps est à la fois un bien individuel. Après tout, on a tous à peu près le même temps, enfin sur l'horizon de la journée, etc., pas sur l'horizon de la vie, malheureusement. C'est à la fois un bien individuel précieux, mais c'est aussi un bien collectif, et on peut dire un bien commun, parce que les usages collectifs du temps c'est ceux qui permettent de constituer des sociétés, de constituer des projets. Et par ailleurs, s'il y a un élément central du contrat de travail qui constitue bien la manifestation la plus tangible du lien de subordination, c'est bien la question du temps de travail. La façon dont il est organisé, sa durée, que ce soit des horaires standards ou atypiques, le temps plein, le temps partiel, les délais de prévenance en cas de changement d'horaire, les possibilités ou non de s'absenter, les astreintes, tout ça conditionne les modalités d'articulation entre les différents temps sociaux. Cette question a émergé avec la diversification des temps travaillés et l'inscription des femmes de façon pérenne sur le marché du travail, parce que ça a réinterrogé la manière dont sont organisés les différents temps sociaux, notamment le travail domestique, qui reste encore l'apanage des femmes, indépendamment de leur volonté, bien souvent, évidemment. Enfin, les écarts sont très importants. Et tout ça a laissé tout un pan de l'activité humaine, soit dans le domaine de la double journée de travail, c'est-à-dire pour les femmes essentiellement, encore une fois, soit l'a fait basculer dans la sphère marchande, vers le marché, la commodification, avec le développement des activités de service à la personne, dont les emplois sont très souvent précarisés, mal payés, en horaires atypiques. D'ailleurs, la pandémie actuelle, celle dans laquelle on est plongé depuis maintenant 1 an, a mis en évidence la précarité à la fois sociale, économique, sanitaire et temporelle à laquelle sont confrontées ces catégories. Et moi, une des questions structurantes à laquelle je voudrais apporter un éclairage est de voir comment on peut articuler d'un côté la flexibilité productive, qui est jusqu'à présent et qui reste dominante, et la flexibilité individuelle, mais évaluer, et là ça devient plus complexe, dans quelle mesure et jusqu'à quel point le temps hors travail, celui des soins, celui de la sociabilité familiale et sociale, mais aussi celui des loisirs, peut être structurant, un élément structurant qu'on peut prendre en compte au regard des durées et des rythmes de temps de travail, et de voir aussi selon quelle modalité cela peut être mis en œuvre.
Le contexte des transformations des structures temporelles du travail a fait émerger la question de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale comme un des enjeux des politiques du temps de travail, aux côtés de ceux de la flexibilité productive et du partage du travail, qui demeurent quand même des leviers, qui sont des leviers importants des évolutions, ou en tous les cas des questionnements. Travailler le soir ou le week-end, c'est-à-dire sur des plages temporelles qui auparavant étaient dévolues à la vie familiale, au loisir, de même que être amené à travailler durant son temps libre, occurrence à laquelle, en Europe, à peu près un quart des travailleurs sont soumis, ça complexifie grandement l'articulation entre les temps sociaux. Cette tendance à l'interpénétration des sphères du travail et personnel semble être appelée à s'accentuer avec l'usage croissant des nouvelles technologies qui facilitent le travail à distance. Alors, on est en plein dedans, bien évidemment, avec la pandémie. Je me rappelle qu'en France, le télétravail était quelque chose qui a été une forme de travail, une modalité du travail qui avait beaucoup de difficultés à se développer en France. Les estimations avant la pandémie étaient de l'ordre entre 5, 6, 7, 8%. Je parle de télétravail organisé, qui fait l'objet d'un accord, qui fait l'objet qui définit tant de jours dans la semaine où vous pouvez travailler, télétravailler, etc. Je ne parle pas du télétravail informel qui se décide comme ça au coup par coup. Aujourd'hui, on voit bien que plus du quart de la population est passée en télétravail et que ça va être une forme de travail qui va se développer et qui va s'inscrire dans nos comportements. Mais le télétravail, il a des aspects positifs et des aspects négatifs. Je prends par exemple une enquête qui a été menée par Res Publica, la CEDT, Métis. Métis est une lettre sur le travail, une lettre, je pense que les gens du réseau Roosevelt doivent la connaître. Liaison sociale, donc c'était différentes institutions qui avaient organisé cette enquête, montre que la crise du Covid, pendant la crise du Covid, a montré que 47%, c'est-à-dire près de la moitié des répondants, estimaient que cette expérience allait modifier la façon dont ils appréhendent la place du travail dans leur vie. Et plus d'un tiers estimaient que ça allait modifier l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et à ça s'ajoute le travail des plateformes qui était un peu évoqué aussi, que ce soit Amazon, Mechanical Turk, Fiverr, Freelancer, Upwork, etc. Tous ceux qui impliquent une activité qui s'exerce depuis le domicile, qui de ce fait, le domicile tend à redevenir un lieu de production et de plus-value marchande. L'articulation entre les différentes temporalités est également rendue très complexe par deux phénomènes actuels qui marquent le travail depuis, on peut dire, une vingtaine d'années. C'est le processus d'intensification et celui de la densification du temps de travail, dont la progression est renseignée en fait continuellement par des enquêtes qui sont menées par la Eurofound, qui est la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui est basée à Dublin, qui est une fondation de la Commission européenne. Par exemple, elle fait des enquêtes, Eurofound fait des enquêtes qui s'appellent European Working Conditions Survey, qui a lieu tous les 5 ans depuis 1990, donc c'est des enquêtes récurrentes qui sont menées dans tous les pays européens. Et au-delà même de l'Union européenne, puisqu'il y a la Norvège, la Turquie, etc. Et celle de 2015, c'est-à-dire la dernière, laisse apparaître que 60% des travailleurs européens estiment être trop fatigués pour accomplir des tâches domestiques après leur travail. Alors, réfléchir à conférer une plus grande autonomie aux individus dans la gestion de leur temps de travail, en tous les cas, premier élément que je veux mettre bien posé, ça n'exonère pas de poursuivre le mouvement de réduction collective du temps de travail sur une base hebdomadaire, qui d'une part correspond aux préférences de nombre de travailleurs européens, toujours selon l'enquête de Eurofound, et d'autre part apparaît comme la condition d'une plus grande équité entre ceux qui prestent des durées très longues, qui sont de plus en plus nombreux aussi, ça aussi c'est renseigné par ces enquêtes européennes, et ceux qui sont soit privés d'emploi,
soit sont contraints d'effectuer des temps partiels souvent, qui sont très souvent marginaux, en tous les cas en dehors de la France. Même en France, on a un temps partiel qui est un peu mieux régulé du point de vue de sa durée, moins bien par contre du point de vue de sa protection sociale. Donc l'idée que je veux défendre, c'est de négocier des régulations qui permettent d'octroyer une flexibilité que j'appellerais moi autodirigée, flexibilité individuelle. Et ça pourrait prendre la forme de ce que les Allemands, dans plusieurs expériences, dans plusieurs initiatives qui ont été prises, appellent le temps de confiance. Et là, on a des exemples de plusieurs entreprises en Allemagne, en particulier dans le Mittelstand, là où il y a eu beaucoup de sous-traitants de l'industrie automobile allemande. Et dans ces entreprises, plusieurs entreprises, pas des milliers, mais enfin il y a plusieurs, ça marque un mouvement, un premier mouvement, qui ont supprimé la référence à une norme de temps de travail hebdomadaire. Et plus directement, en lien avec la perspective que je trace ici d'une organisation du temps sur l'ensemble de la vie, on peut citer aussi l'accord qui a été conclu par IG Metall et le patronat de la métallurgie en 2018, qui permet à tout salarié du secteur de la métallurgie de pouvoir baisser sa durée du travail à 28 heures. Je rappelle que dans la métallurgie allemande, la durée du travail est à 35 heures, la durée conventionnelle du travail, pas la durée effective. Tout salarié peut demander à baisser sa durée du travail à 28 heures pendant 2 années. Donc on retrouve là l'idée de permettre aux salariés de dégager temporairement du temps, soit pour s'occuper de ses enfants ou d'un proche, soit pour se livrer à d'autres activités qui peuvent tout aussi bien être de la formation, du loisir, de l'engagement civique ou autre. Alors, à l'appui d'une régulation du temps de travail qui serait envisagée sur le cours de la vie et en relation avec les longs débats qui ont eu lieu autour de la question de l'âge de la retraite, je citerai les études des conditions de travail de la DARES, donc l'organisme qui produit des statistiques pour le ministère du Travail, qui indique qu'un tiers des 35-55 ans estiment ne pas pouvoir exercer la même activité jusqu'à l'âge de 60 ans. Et à l'échelle européenne, toujours selon la 6e enquête européenne de la Eurofound, on observe que si 75% des employés de bureaux et des cadres estiment pouvoir exercer la même activité jusqu'à l'âge de 60 ans, la proportion tombe à moins de 60% pour les catégories ouvrières et les employés faiblement qualifiés, principalement dans les services. De ce point de vue, la France se trouve en queue de peloton, parce que ces enquêtes permettent de comparer les pays avec la Pologne, on se retrouve avec la Pologne, la Slovénie et la Turquie. Et si l'on interroge les 56 ans et plus, la proportion de ceux qui estiment pouvoir travailler 5 années de plus tombe à moins de 50% pour la France, à des pourcentages les plus faibles de l'Union européenne, contre plus de 80% dans des pays comme la Suède ou les Pays-Bas. Donc ces données indiquent que si l'on souhaite voir des salariés prolonger leur activité au-delà de 60, 64, 65 ans, qui était bien le projet de réforme des retraites, cela implique tout d'abord de mettre en place une véritable politique d'amélioration des conditions de travail, mais surtout ça implique, de mon point de vue, la mise en œuvre de dispositifs qui permettent aux salariés de se former à de nouvelles activités, des activités plus soutenables en termes de conditions de travail. Cela passe par l'instauration d'une véritable politique de formation tout au long de la vie qui nécessite un droit à des congés formation récurrents et longs. Au-delà de permettre aux salariés de travailler plus longtemps en âge s'ils le souhaitent, permettre aux salariés de travailler plus longtemps en âge s'ils le souhaitent suppose qu'ils ne soient pas épuisés par leur activité de travail précédente lorsqu'ils parviennent à l'âge de la retraite. En fait, ce que je veux dire, c'est que travailler plus longtemps en âge ne devrait pas se traduire par travailler plus d'années. Et c'est la raison pour laquelle il convient de réfléchir à des régulations collectives de choix individuels, je dis bien des régulations collectives de choix individuels, c'est-à-dire qu'il s'agit d'encadrer la possibilité de choix individuel, de ne pas aller vers une individualisation à tout va, qui implique les acteurs des entreprises, de la branche, à l'image de la métallurgie allemande, ce que j'ai cité tout à l'heure, et le dernier accord qui a été conclu cette année dans la métallurgie allemande en 2021, est un accord qui permet aussi un arbitrage entre temps et travail. C'est-à-dire que les augmentations de salaire sont étalées jusqu'à 2022, jusqu'à 2023 et permettent à un salarié de faire le choix entre plus de salaire ou plus de temps. C'est-à-dire de passer, notamment dans les entreprises où c'est possible, c'est-à-dire les entreprises qui sont plutôt en bonne santé économique, de passer à la semaine de 32 heures.
Et c'est la raison pour laquelle il convient de réfléchir à des régulations collectives, donc de choix individuels, qui impliquent des acteurs de l'entreprise, à l'image de le management, comme je le disais, mais également l'État, en se glissant dans les pas de la société de libre choix de Josta Rehn. Alors Josta Rehn, il est connu avant tout pour avoir été l'initiateur avec Rudolf Meidner d'une politique active du marché du travail, en Suède essentiellement, qui visait le plein emploi. Mais il est moins connu pour avoir imaginé un dispositif visant à donner la plus grande autonomie possible aux travailleurs dans la gestion de leur carrière et dans la distribution temporelle de leurs différentes activités au cours de leur vie. Dès les années 40, il avait émis l'idée que chaque travailleur puisse bénéficier de 3 mois de temps hors travail au bout de 6 années de travail, ce temps étant utilisable pour se former, étudier ou bénéficier de temps libre. Mais c'est surtout lorsqu'il était à la tête de la direction de la main-d'œuvre des affaires sociales de l'OCDE entre 1962 et 1974 que Josta Rehn a élaboré son idée de société de libre choix. Il s'agissait en fait d'un plaidoyer pour une flexibilité individuelle sur l'ensemble de la vie afin de distribuer les volumes de temps de façon discrétionnaire entre emploi, formation, loisirs et autres activités. Et à un moment où le chômage commençait sa résistible ascension, dans les années 70, dans plusieurs pays européens, il refusait de se résigner à l'installation dans une situation de chômage et pour cela préconisait la possibilité pour tout travailleur d'accueillir des droits pour se retirer du marché du travail, temporairement en période de crise économique. Donc on retrouve là un petit peu le propos d'Alain Supiot. Et ça suppose la mise en place d'un droit à congé long sur le modèle de ce qui a existé par exemple au Danemark dans les années 90, lorsque le chômage était à son plus haut niveau. Et en une décennie, entre 90 et 2000, à travers un système de rotation sur le marché du travail, c'est-à-dire il y avait des congés longs qui étaient permis de prendre par les salariés, des congés soit formation, des congés parentaux, des congés sabbatiques, et chaque départ donnait lieu à l'embauche, par rotation, ça s'appelait système de rotation sur le marché du travail, à l'embauche de chômeurs. Le taux de chômage, donc on était vraiment dans une logique de partage du travail, et le taux de chômage est passé de 12% à 5-6% au début des années 2000. Alors, il y a eu d'autres exemples, je ne les cite pas, mais c'est plutôt les pays nordiques, ce qui est intéressant. Le Danemark a fait, comme je viens de le dire, la Finlande en 1995, la Suède qui a expérimenté le congé sabbatique dans des municipalités, les Pays-Bas qui a d'abord fait une loi pour permettre à tout salarié de pouvoir passer à temps partiel s'il le désirait et surtout de pouvoir revenir à temps plein. Donc la réversibilité est importante. Mais aussi une épargne qui est générée par l'employé permettant de s'arrêter jusqu'à un maximum de 3 ans. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui ont été réfléchies. Et aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en cours, toujours en Allemagne d'ailleurs, où le ministère du Travail a confié à des collègues allemands, je vais un peu participer à cette étude, de réfléchir à comment donner un certain nombre d'années, de prévoir d'avoir un certain nombre d'années sur une vie de travail, ça allait jusqu'à 9 années sur une vie de travail, qui peuvent être prises pour soit se former, soit avoir du temps libre, soit s'inscrire dans une activité citoyenne, etc. Et Josta Rehn, lui, était en faveur, je rappelle aussi que la CFDT réfléchit à cette approche à travers la notion de banque de temps. Et je rappelle que Josta Rehn, lui, était en faveur d'une approche, c'est pour ça que je parle de l'État, d'une approche holistique, d'une approche globale qui recommandait la mise en œuvre d'un système coordonné pour financer toutes les périodes de non-travail à travers des transferts de revenus entre périodes productives et non productives. C'est un système d'assurance mutuelle des risques qui devait permettre un large degré d'interchangeabilité pour l'allocation du temps tout au long de la vie. La liberté individuelle dans l'allocation du temps devait être garantie à travers un droit citoyen universel. On retrouve les fameux droits de tirage sociaux de Alain Supiot, que Alain Supiot a repris plus tard. Et le financement de ce transfert entre loisirs, éducation, formation, retraite devait être assuré par des cotisations sociales des salariés, comme des indépendants pouvant en profiter aussi, et des entreprises, mais aussi abondé par l'État. Le principe défendu par Josta Rehn était de rappeler qu'une part des cotisations sociales est en réalité un transfert de revenus entre différentes étapes au cours de la vie de chacun et que de ce fait, elle appartient aux individus eux-mêmes qui devraient pouvoir l'utiliser selon leurs attentes et leurs besoins. Et c'est ce qui est vrai d'un point de vue financier, il est vrai aussi sur la question du temps, notamment à travers des comptes épargne-temps.
Et donc, Rennes, et c'est là où l'intervention de l'État est importante, insistait sur la nécessité de règles communes, c'est-à-dire d'une régulation collective de choix individuels, en l'absence de laquelle les individus pourraient être soumis à des forces externes aux effets non désirés, la course aux revenus, ou prolonger ses horaires, ou le court-termisme qui conduit à préférer le revenu immédiat à l'investissement dans la formation. Alors, pour conclure, juste sur une occasion ratée en France, à l'heure où l'idée d'une allocation universelle inconditionnelle refait surface dans plusieurs pays, d'ailleurs, à l'occasion de la crise sanitaire. Le dernier numéro de Courrier International, le revenu universel, c'est maintenant. Les idées Iostaren visant à substituer la sécurité active, Security under Whigs, à la sécurité passive, Security under Shell, nous semble devoir retenir l'attention dans la mesure où elle suppose le maintien de la relation au travail tout en conférant une plus grande autonomie aux individus dans l'allocation du temps de leurs différentes activités sur le cours de la vie. En France, l'instauration d'un compte personnel d'activité, le fameux CPA, acté par une loi de 2014, s'inscrivait potentiellement, je dis bien potentiellement, dans cette perspective. Si le dispositif prévu ne réalisait pas une intégration en un fonds unique de l'ensemble des droits temporels acquis comme le souhaitait Iostaren, il reposait toutefois sur la fongibilité de droits tels que ceux accumulés sur le compte pénibilité, le compte formation, le compte d'engagement civique, tandis que l'on pouvait envisager à terme la mobilisation du compte épargne-temps. Cette utopie concrète, comme l'a appelé France Stratégie à l'époque, apte à conférer une plus grande autonomie aux individus dans l'allocation de leurs droits acquis, a malheureusement été remisée au temps des utopies pures, non réalisées, à travers la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, SIC, du 1er août 2018, qui a tout axé sur le compte personnel de formation qui va siphonner les autres comptes, rendant en pratique caduc le fameux CPA. Certes, l'objectif de la formation est primordial, mais l'on voit avec cette loi que prévaut en France, comme dans beaucoup d'autres pays, une définition de l'activité comme essentiellement circonscrite au travail rémunéré. Par ailleurs, le fait de comptabiliser les droits désormais en euros et non plus sous forme de points, qui permettait de rendre immédiatement accessible la notion d'équivalence entre droits liés à la pénibilité ou au temps de formation accumulé, va rendre encore plus opaque cette notion d'équivalence, tout en marchandisant la dimension temporelle de l'activité. Et je terminerai en paraphrasant Hartmut Rosa, en disant qu'à la vie bonne, en fait, finalement, le législateur a préféré la perspective de l'homme augmenté. Voilà. En tout cas, merci de me donner la parole sur ce sujet essentiel. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'est réflexion sur la nécessaire contribution du travail à la régénération de la planète à partir des travaux de feu Bernard Stiegler. Donc, je vais expliquer tout ça, mais je vais expliquer tout ça donc à partir de ce que dit Bernard Stiegler, mais aussi également à partir de propos d'autres auteurs qui vont me permettre d'élargir et d'éclairer sa pensée. Alors, mon propos va en grande partie s'appuyer sur des éléments extraits de mon dernier livre. Enfin, j'ai un bouquin qui va sortir le 29 avril en librairie qui s'appelle « Pour une société contributive », dans laquelle je mobilise un certain nombre de concepts de Bernard Stiegler que je vais reprendre ici dans le cadre de cette intervention autour du travail. Alors, que nous dit Bernard Stiegler, ou du moins qu'est-ce que j'ai trouvé d'essentiel dans ses propos? Il nous explique que l'homme a un double impact sur la planète, un impact anthropique et un impact néganthropique. Alors, la notion d'entropie est issue de la thermodynamique. Elle désigne le processus irréversible de dissipation d'énergie, donc de désorganisation croissante, qui devrait conduire à la mort thermique de l'univers. Donc, l'entropie désigne plus fondamentalement le passage irréversible de l'ordre au désordre, de la concentration à la dissolution. Par exemple, si je casse une tasse, l'entropie fait que cette tasse-là, elle restera cassée, elle va plutôt en se désintégrant sur la durée. Elle ne se réparera pas toute seule s'il n'y a pas d'intervention. Ou quand on exploite les métaux, quand on extrait des métaux, quand on en fait des objets, on a tendance à dissiper les métaux et à les déconcentrer. Donc voilà, on contribue à la dissolution, à la disparité des métaux. Donc cette notion d'entropie, elle est vraie partout, sauf, il y a une exception importante, c'est le vivant. Le vivant qui est néganthropique. Alors la négantropie se définit comme une capacité d'auto-organisation s'opposant à la tendance naturelle à la désorganisation. Donc j'ai nommé l'entropie. Donc tout organisme vivant va produire de la négantropie.
et plus largement, la planète va produire de la lycanthropie sur la base de l'évolution de l'ensemble du vivant. C'est comme ça qu'elle a pu passer en l'espace de 3,8 milliards d'années d'un gros caillou à un gigantesque oasis de vie, qu'on connaît tous aujourd'hui et que malheureusement on est en train de détruire. Alors, les problèmes écologiques qu'on rencontre sont essentiellement d'ordre anthropique. On voit bien que c'est notre impact négatif qui joue là-dessus, puisque notre activité économique, nos modèles économiques contribuent à détruire la planète et ses principaux équilibres. Il est donc impératif de diminuer notre impact anthropique. Ça, c'est un truc essentiel. Alors, on doit pour cela, on va essentiellement chercher de sortir de la logique productiviste et des dogmes de la seule croissance en désacralisant notamment le PIB. Un PIB, aujourd'hui, qui est uniquement monétaire et uniquement quantitatif sur les aspects qui sont souvent délétères pour la planète. On essaye aujourd'hui de contrebalancer ça en passant sur des indices du type IDHI, indice de développement ajusté selon les inégalités, et au bout du temps, un indice un peu plus sympa qui s'appelle le BNB, le bonheur national brut. Donc voilà, on essaye, mais malheureusement, le PIB a la vie dure. Alors nous devons aussi sortir de notre modèle économique linéaire, enfin c'est super important, qui est basé sur l'extraction, la fabrication, l'utilisation des objets qu'on fabrique et la mise à la poubelle. On jette tout. Il s'agit, pour sortir de ça, c'est ce qu'on commence à faire, malheureusement trop marginalement, de s'inspirer de la nature pour tendre vers des modèles dits circulaires, donc dans lesquels il n'y a pas de déchets, parce que dans la nature, tous les déchets des uns sont les ressources des autres. Mais ça, ce travail sur l'entropie, c'est qu'une partie du travail qu'on incombe, mais c'est un peu la partie aveugle de tous les collapsologues aujourd'hui qui nous focalisent là-dessus. Il y a un autre aspect super important, c'est que on limite souvent, le plus souvent, notre marge de manœuvre à la réduction de l'impact anthropique. Or, l'homme, dans son histoire, n'a pas fait qu'avoir un impact anthropique, il a aussi longtemps contribué au processus néganthropique de la planète. En tout cas, c'est sans entropie s'équilibrer avec une forme de néganthropie. Alors, un exemple très illustratif de notre possible impact néganthropique est celui des peuples premiers en Amazonie qui ont contribué à enrichir l'écosystème de la forêt. Des récents travaux archéologiques ont démontré que les Amérindiens ont profondément transformé l'Amazonie, que ce soit son couvert végétal, la nature de ses sédiments, ou même le modelé du sol. Autrement dit, il apparaît que la richesse foisonnante de l'Amazonie et sa résilience est en partie due à l'activité et donc au travail des peuples premiers. Alors, j'aime bien ce proverbe touareg qui dit « La différence entre le désert et un jardin, ce n'est pas l'eau, mais l'homme ». Alors, moi, j'ai lu récemment, enfin, j'avais déjà lu, mais j'ai relu une histoire super intéressante, très édifiante à ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler, c'est l'histoire de Forrest Mann, de Jadav Payeng, qui a fait pousser à lui tout seul une vaste forêt sur une immense étendue de sable de 550 hectares située en Inde, au milieu du fleuve Brahmaputra. Alors, juste pour faire vite, cette histoire-là, ce jeune garçon, à 16 ans, il voit des serpents morts au milieu de ce désert, enfin ce quasi-désert, et il s'en émeut, il téléphone à l'équivalent de l'ONF chez lui, on lui dit « Oh là là, mon pauvre garçon, il n'y a rien à faire, au mieux tu peux faire pousser des bambous ». Alors lui, il se sent investi d'une mission, il va sur ce terrain-là et il commence à planter des bambous. Et pendant 8 ans, il plante des bambous. Et il a planté des bambous sur une immense étendue, enfin quasiment sur tout, et puis il se dit, maintenant que les bambous sont plantés, je vais y amener des arbres. Il a commencé à y amener des arbres, il a amené les fourmis de son village. Ensuite, la nature a pris le dessus, a commencé à faire son œuvre. Les vautours sont arrivés, des oiseaux migrateurs, des nains, des prédateurs, des tigres, même des espèces menacées. Et en l'espace de 30 ans, c'est devenu une forêt luxuriante. Alors, c'est quand même assez extraordinaire cet exemple, parce que si un homme est capable de faire ça, je vous laisse imaginer de quoi nous pourrions être capables si l'ensemble de l'humanité mobilisait son énergie autour de la régénération de la planète. Donc ça c'est fabuleux comme exemple. Aujourd'hui, l'essentiel de notre impact est bien évidemment anthropique. Tout notre impact, il concourt au réchauffement climatique, à la chute de biodiversité, aux pollutions en tout genre, et je passe tous les dégâts dont nous sommes à l'origine. C'est pas l'idée, c'est pas de les repasser tous en revue. Mais on oublie encore une fois qu'il peut être néganthropique. L'homme a donc une responsabilité historique, c'est de limiter son impact anthropique, bien évidemment, mais aussi mettre sa puissance au service de ce processus néganthropique, c'est-à-dire au service de la régénération de la planète. Serge Audier, qui a écrit un livre fantastique, moi que je viens de lire, qui est intitulé « La cité écologique », je vous le conseille, il est vraiment remarquable. Il a une formule que j'aime beaucoup, il dit
Si l'humain n'est ni supérieur ni inférieur, il constitue cependant une force consciente inouïe, et nier son unicité et son pouvoir colossal constituerait une perversion intellectuelle politiquement suicidaire. Alors, pour être à la hauteur de cette exigence, il nous faut sortir du projet de domination de la nature hérité des Lumières pour entrer dans une relation d'interdépendance avec le vivant. Alors, ce projet de domination de la nature, hein, il est ancré dans cette formule qu'on s'explique souvent de Descartes, hein, devenir maître et possesseur de la nature, qui nous a emmenés dans bien des travers. Mais cette relation d'indépendance, pour dépasser ça, cette relation d'indépendance doit être au cœur de notre projet économique, en visant à faire de notre travail un levier de diminution de notre impact anthropique, en même temps un levier de régénération néganthropique. Alors, je reviens à Stigler, parce que ça, c'était pour éclairer cette notion d'anthropie et de néganthropie. Stigler, il opère une distinction sémantique radicale entre l'emploi et le travail. Alors là, effectivement, vu un peu avec Alain Soupiot, hein, dont Anna Costa nous a parlé, alors je vais revenir dessus avec des arguments en partie identiques. Hein. Donc, pour lui, l'emploi s'est développé à travers le salariat et a ainsi détruit le travail. Il renvoie aux activités de production ou de services rémunérés qui, le plus souvent, appauvrissent les savoirs des salariés et les décervellent. Donc, selon lui, l'emploi contribue à la destruction de nombreux types de savoirs par le mécanisme de la prolétarisation. Alors, il reprend le terme de prolétarisation au langage marxiste. Hein. Prolétarisation, ça veut dire mécanisme de perte progressive de savoir des travailleurs au profit de l'appareil technologique. Alors, les différentes pertes de savoir sous-jacentes à la prolétarisation étant, par exemple, le savoir-faire des ouvriers, des techniciens et des travailleurs en général, mais aussi les savoir-vivre des consommateurs et plus largement des citoyens. Donc, c'est un champ quand même assez large, cette logique de prolétarisation. Donc, Stigler prend comme exemple les ouvriers tisserands de Midland, en Angleterre, qui se sont rebellés au début du XIXe siècle contre l'imposition des métiers à tisser mécaniques. Car, je cite, « Ils déshumanisaient leur travail et éliminaient tout l'art, c'est-à-dire le savoir-faire. Cela a ouvert la voie au travail, à la chaîne, où l'ouvrier est devenu l'auxiliaire de la machine, n'apprenant plus rien et devenant lui-même pur automate. Pire, ce travail a également détruit le psychisme de l'individu, producteur comme consommateur. » Alors, heureusement, comme nous l'a expliqué Nicolas Chéniaud, nous mettons en place des stratégies de défense qui vont notamment préserver notre santé mentale. Mais en attendant, c'est ce à quoi l'emploi s'attaque. Alors, j'aime bien aussi Roger Bregman, qui a écrit 2 livres que j'ai trouvé assez admirables aussi, qui sont Les Utopies réalistes et Humanité, une histoire optimiste, que je suis en train de lire, que je vous conseille, qui est vraiment remarquable. Il va complètement dans le sens de Stigler quand il nous dit « Il est quand même patent que les meilleurs esprits de ma génération réfléchissent aux moyens d'inciter les gens à cliquer sur des publicités. » Tout cela, ça reboucle avec les bullshit jobs dénoncés par David Graeber, qui montrent combien l'intelligence humaine est mal employée, et en tout cas à des fins très éloignées de ce dont on a réellement besoin. Alors, le travail, donc toujours du point de vue de Stigler, quant à lui, renvoie aux activités rémunérées ou non qui contribuent à l'expression de la singularité, à la réalisation de chacun. Pour Stigler, travailler, c'est produire quelque chose, c'est par là même être producteur de soi-même. Travailler, c'est renouer avec le sens, c'est donc tout le contraire d'un emploi qui a servi. De son point de vue, les employés ne travaillent pas, je cite, « Travailler, cela veut dire s'individuer, cela veut dire inventer, penser, créer, transformer le monde. » Tout le contraire de ce qu'il appelle l'emploi. Stigler considère qu'on ne travaille presque plus dans la société. Ce privilège reste l'apanage de quelques professionnels comme les artistes ou les universitaires qui échappent au travers justement de la prolétarisation de par justement la grande liberté qu'offre leur travail. Alors, le travail pour Stigler est pour lui ce qu'on appelait autrefois l'ouvrage. Alors, je cite toujours ce qu'il entend par ouvrage. L'ouvrage peut ouvrir le monde d'un petit jardin plus ou moins secret qui constitue un espace singulier pour quelqu'un qui produit ce que dans un langage scientifique on appellerait de la néganthropie, de la diversification, de la bifurcation, de l'inattendu, de l'improbable, de l'inespéré. Le travail, c'est cela, le néganthropique. L'emploi est au contraire devenu complètement anthropique. Il ne produit que de la standardisation, répétition machinale et stupide démotivation. Alors donc, pour
Pour lui, le travail, à la différence de l'emploi, reprend tout son sens car il contribue tout à la fois à l'accomplissement personnel et à la préservation d'un monde commun. Parce qu'il faut bien évidemment dans son esprit le tourner vers cette préservation du monde commun. Il permet aussi de considérer nos activités à l'horizon de la préservation de ce même monde commun. Donc là, je le répète, vu de cette façon, le travail peut aussi s'envisager à différents âges de la vie en fonction des capacités et des contributions de chacun. Donc, quand on considère le travail de cette façon-là, il n'y a pas de notion de retraite. Enfin, voilà, on est une notion globale du travail, hein, vraiment dans une notion de contribution. Il n'a notamment plus d'âge couperet à partir duquel on peut considérer quelqu'un d'improductif. Cela invite aussi à repenser le sens de la création des richesses et à inventer de nouvelles formes de rémunération hors salariat et plus largement à découpler le revenu du travail. Alors, dans cette perspective de réhabilitation du travail et de son extension à différentes formes d'activités néganthropiques, Stigler préconise de remplacer une redistribution des gains de productivité par une redistribution fondée sur un travail contributif non salarié. Alors, cela passe pour lui par la mise en place d'un revenu contributif qui ne viendrait pas rémunérer la compétitivité de chacun, mais l'inventivité, la créativité et la contribution à l'élévation de l'intelligence collective. Alors, il accorde une très large place à l'intelligence collective parce qu'il considère justement que cette intelligence, dans le cadre du travail, enfin dans le cadre de nos activités, doit être à chaque fois contextuée. C'est-à-dire que pour répondre efficacement aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux de la néganthropie, il faut être capable d'exercer la juste compétence au juste endroit, et une juste compétence est forcément contextuelle. Donc voilà, donc on doit être, le processus d'apprentissage est central dans son propos. Alors, ce revenu s'inspire du régime des intermittents du spectacle qui alternent des périodes d'emploi salarié et des périodes dédiées à la formation, au développement de leur savoir, au sens des capacités d'Amartya Sen. Hein, donc, capacité, c'est tout ce qui permet l'autonomie. Et quand on parle de capacité, on parle aussi de la logique d'empowerment. On voit bien que quelque part, l'enjeu de demain, c'est de rendre les gens les plus compétents possibles dans nos sociétés. Et n'étant pas des rouages d'une machine, mais étant des acteurs de cette machine, des acteurs de cette société qui n'est plus et justement, et pour être capable de faire preuve d'une liberté d'initiative et de créativité. Et ça passe par un plus grand empowerment. La question du travail invite donc à repenser le sens de la création des richesses. Pour qui on crée des richesses? Pourquoi? Enfin, c'est une question qui avait déjà été posée antérieurement. Et à inventer de nouveaux modes de rétribution hors salarié. Alors, cette notion contribution, dont j'ai fait le fil conducteur de mon dernier livre, est essentielle car c'est le seul biais que l'on pourra encourager. C'est par ce seul biais qu'on pourra encourager la création de valeurs néganthropiques dans la sphère économique, mais aussi, je dirais presque surtout, dans les sphères environnementales et sociales, parce que c'est bien là-dessus que ça joue. Quand on parle économie, on adresse également effectivement l'environnement. Et parce qu'on a dissocié l'économique de l'environnemental et du social, et l'économique s'est autonomisé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réintégrer le tout dans un ensemble cohérent. Et quand on traite de l'économie, on traite implicitement des aspects environnementaux et sociaux. Alors, tout cela questionne bien sûr le périmètre du travail et la nature des contributions associées. Tout le monde peut et doit contribuer dans nos sociétés. Or, on nous fait croire qu'on ne peut contribuer à la sphère économique que si on est en capacité de répondre aux exigences du marché de l'emploi. Alors, développer l'exemple du territoire zéro chômeur longue durée, qui est un exemple extraordinaire que j'explique dans mon livre, justement, qui explique comment on a réinversé les choses, justement, pour montrer que dans une vraie logique économique, il ne faudrait pas partir de l'impulsion du monde du travail, enfin, rentrer dans les cases du monde du travail, il faudrait partir des besoins de la société. Et c'est les besoins de la société qui guident les besoins de travail, c'est pas les besoins de travail du monde capitaliste qui guident si on est employable ou pas. Ce qu'il est important de comprendre pour conclure, c'est que il faut reconnecter effectivement les besoins économiques avec les besoins économiques sociaux, enfin avec les besoins sociaux et environnementaux, ce qui permettra justement de concourir à la réduction de son impact anthropique, tout comme à l'augmentation de son impact néganthropique. Il me semble par ailleurs
que les espaces de juste contribution sont ceux des communs et des biens communs. C'est-à-dire qu'en gros, si on va vraiment vers ça, demain, nos espaces de travail seront aussi fortement constitués des communs et des biens communs. C'est en leur sein que les contributions devraient être encouragées. Pour aller en ce sens, il est aussi nécessaire de mettre en place une stratégie d'émancipation du plus grand nombre en réinventant des modes, économiques, éducatifs, organisationnels et de gouvernance. Voilà, il faut réformer ces 4 modes-là. Et ça, c'est le propos de mon dernier livre. Et bon, et éventuellement, si je suis réappelé à m'exprimer, je pourrais vous développer tout ça. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Toutes les interventions m'ont semblé extrêmement denses et passionnantes.